Média Sorare. Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Média Sorare. Alors Média Sorare, c'est un site qui partage des articles d'actualité, des analyses, des astuces, ainsi qu'un service d'accompagnement personnalisé pour ceux qui se désirent se lancer ou s'améliorer dans le jeu. Lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Antoine, alias Sorare Austria, qui est venu nous partager ses connaissances sur le championnat autrichien et donner son avis en tant qu'expert digital marketing sur la communication globale de Sorare. Et pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Leandro, alias Charco, spécialiste de l'achat-revente. Salut Leandro. Salut Mehdi. Écoute, merci d'avoir répondu positivement à mon invitation. Toi, le Charco, le Shark même de l'achat-revente sur Sorare. Un grand merci Mehdi pour l'invitation. Bah écoute, beaucoup de managers, en tout cas de la communauté française et même au-delà, te connaissent bien pour être très très actifs sur le marché. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors, moi c'est Leandro, j'ai 21 ans, j'habite dans le Nord, près de Lille. J'étais étudiant l'année passée. Aujourd'hui, j'ai plus le statut. Je suis diplômé en licence économie statistique. Cette année, je suis en préparation de concours dans le domaine de la gestion et entre-temps, j'ai un job dans le milieu social. Donc, j'aide les personnes dans le domaine du numérique pour leurs démarches, etc. 21 ans, très jeune. Je pensais que tu étais plus âgé que ça, tu vois. Comme quoi. Et dans le milieu social, c'est-à-dire le numérique, t'aides des personnes fragilisées qui ont besoin du numérique pour pouvoir être plus autonomes dans leur vie quotidienne. Ouais, exactement, c'est ça. Et quoi exactement? Ça va être des démarches. En fait, ça va être pour tout type de démarches, peut-être des démarches administratives, ou alors des personnes qui ont besoin d'aide pour l'utilisation des appareils numériques. Ou alors ça peut être d'autres personnes pour de l'aide, des formations personnalisées. Ça englobe un petit peu tout et c'est plus dans ce milieu-là en fait. Et tu as du temps pour Sorare à côté de ça ou tu fais ça à temps partiel? Ouais. J'essaie de trouver du temps, ça y a pas de souci. Donc Lille, supporter du LOSC? Ah non, du tout. Fan du Benfica, c'est mon père qui m'a transmis la passion pour le club, étant d'origine portugaise, donc grand fan du Benfica. Okay. Et en France, pas spécialement fan d'une équipe? Non, aucun club. Aucun club, ok. Comment est-ce que tu as connu Sorare? C'était sur Twitch. En fait, de base, j'adore le foot. Je suis fan depuis tout petit et j'adore aussi les jeux vidéo. Donc le lien avec FIFA, il est évident. J'adore aussi l'achat-revente sur toutes les plateformes de jeux de foot. S'il y avait un marché, je faisais de l'achat-revente. Au départ, c'était vraiment sur des jeux basiques de simulation de football, comme OSM par exemple. C'était un jeu de simulation qui se faisait sous 30 jours et on avait la possibilité de prendre une équipe. Et moi, je prenais toujours le club avec la plus petite valeur et avec pour but de finir champion. Le grind était récompensé et j'adorais ça. Et mon but, c'était de continuer un peu sur d'autres plateformes. J'en faisais sur FUT. C'était vraiment côté trading sur FUT qui m'intéressait, sans forcément vendre les crédits à la fin, du moins les premiers FIFA, parce que quand j'ai vu qu'il y avait la possibilité de le faire, je le faisais évidemment. C'était vraiment pas des sommes folles vu le temps que je passais. C'était quelques heures par jour et en quelques mois je retirais peut-être 200 €. Moi c'était déjà énorme, je remboursais mon FIFA et donc du coup je rodais un peu les live Twitch et c'est là que j'ai commencé à regarder ceux de Fields qui streamaient du FIFA et donc arriva ce jour en mars 2021 où il streamait du Sorare, des lives vraiment hyper qualitatifs. Il prend le temps d'expliquer, d'accompagner les personnes. En l'occurrence, moi, il m'a énormément aidé, il m'a donné des conseils, ne serait-ce que pour la mentalité adaptée pour le trading. Et aujourd'hui, je pense que si j'étais pas tombé sur son live ou s'il n'avait pas live du Sorare, j'aurais peut-être jamais rentré dans le jeu et je serais pas actuellement ici en train de parler au podcast. C'est fou ça. Et Phil qui a annoncé il y a pas si longtemps qu'il allait se consacrer maintenant à 100% dans le jeu. C'est ton parrain alors? Ouais, c'est ça, ouais. Ok, donc il t'a accompagné vraiment depuis le tout début. Ouais, je regarde sur ta galerie, tu étais inscrit le 25 mars 2021. Écoute, on va aborder tout à l'heure justement ta spécialité, l'achat-revente dessus. Pour terminer ta présentation, donc tes passions, tu parlais du foot. Est-ce que tu en as d'autres également? Oui, forcément le foot. Benfica, c'est forcément. J'aime beaucoup aussi les jeux vidéo. J'y joue moins depuis que j'y joue sur Sorare. Mais
En fait, Sorare, ça rassemble un peu toutes mes passions, le foot, l'achat-revente, aussi son côté collection. J'ai tous les albums Panini des grands tournois internationaux depuis Mexico 86 de mon père. Donc, c'est vraiment en fait Sorare englobe toutes mes passions. Et en ce moment, j'essaie de m'intéresser au monde de la crypto. Avant Sorare, je connaissais absolument rien de tout ça. Je savais même pas ce qu'était qu'un Bitcoin. Et ouais, c'est à peu près tout. Enfin, aujourd'hui, Sorare prend énormément de temps, quasiment tout mon temps dédié au loisir. Ok. Bon, on va aborder justement tes débuts dans le jeu. Donc, comme je le disais tout à l'heure, tu t'es inscrit le 25 mars 2021. Explique un peu comment est-ce que tu as abordé le jeu dès le début. Est-ce que, comme tu l'avais dit en intro, tu t'es directement focalisé sur l'achat-revente comme sur les autres jeux que tu jouais précédemment? Explique-nous un peu tout. Ouais. J'ai posé 180 €, ce qui représentait 0,116 ETH via Ramp, parce que j'avais pas de wallet, je savais même pas ce qu'était qu'un wallet pour être très honnête. Ouais. Et en fait, au début, je savais très bien qu'avec ce budget, je pouvais pas m'orienter vers du SO5, surtout qu'il n'y avait pas les limited. J'étais vraiment pas focus sur les Game Week. Je savais même pas le système de scoring. Pour tout dire, au début, je pensais que les notes qui étaient prises en compte, c'était le L5 et le score affiché en dessous de la carte. Donc l'idée, c'était vraiment pas de m'orienter dans ce domaine-là que je connaissais pas, mais plutôt dans un domaine que je savais à peu près maîtriser, donc l'achat-revente, et qui était aussi vraiment concret niveau retour sur investissement. Avec un budget aussi petit, les résultats en termes de pourcentage augmente très très rapidement. Et donc la seule chose qui m'intéressait, c'était le court terme. Et donc le graphique des cartes, j'allais sur la page Live Offer sur Sorare Data. C'est une page qui permet de voir l'ensemble des nouveaux listings en direct. Aujourd'hui, c'est une page qui est beaucoup plus complète, avec plein de filtres à appliquer, ça n'a vraiment rien à voir. Il y a plein de façons de trade avec plein de filtres différents. Et l'idée, c'était comme à la FIFA, c'était d'attendre, de spammer la touche entrée, d'attendre qu'une carte potentiellement intéressante apparaisse sur le marché. Je me basais sur différents critères pour qu'une carte pouvait être intéressante. Je regardais surtout si le floor price, donc le prix le plus bas à l'instant T pour une carte, était inférieur à l'average, en sachant que l'average, c'est la moyenne estimée de la carte. Donc lorsque ce floor était inférieur à l'average, je regardais la carte, je regardais sa courbe. Et donc là, je me basais sur 3 critères que je me base encore aujourd'hui. C'est donc, c'est-à-dire la courbe, si la carte est moins chère que les ventes précédentes. Deuxièmement, voir le deuxième floor price, moi je l'appelle comme ça, donc c'est la deuxième carte la moins chère du marché. Ça permet d'anticiper, de visualiser le potentiel bénéfice à faire. Au plus l'écart est petit, au moins la carte est intéressante. Et troisièmement, la liquidité de cette carte. Ce que j'appelle liquidité, c'est la capacité d'une carte à se vendre. Et donc je fonctionnais toujours comme ça. Au début, c'était pas évident. Je voyais beaucoup de cartes partir sous mon nez parce que j'étais un peu fébrile. Et bon, ça c'est normal. Et on prend vite le coup de main et le processus de réflexion devient de plus en plus rapide, carte après carte. Et l'idée, c'était d'arriver à analyser ces 3 critères en quelques secondes à peine pour négocier ou acheter la carte. Et jusqu'à aujourd'hui, la revendre. Ouais. Oui. Et avant d'acheter une carte, donc aujourd'hui, obligatoirement, ça doit cocher ces 3 cases-là. Ouais, en partie, ouais. Vraiment qu'on connaît pas, parce que évidemment aujourd'hui il y a des facteurs qui peuvent influencer, comme le SO5 effectivement, mais ou alors si le joueur est blessé. Mais ça me demandait trop de temps de m'intéresser aux joueurs en fait. Donc, au départ, je me focalisais uniquement sur ces 3 critères. Et combien tu as investi depuis le début? 180, j'ai pas rien. T'as rien rajouté par la suite. Je vais quand même poser le cadre pour les auditeurs, présenter un peu ta galerie. Donc t'as commencé avec 180 €, c'est quand même fou. Tu as aujourd'hui 890 cartes limited, 297 cartes rares, 41 cartes super rares. Tu as obtenu 47 rewards depuis le début. Aujourd'hui, donc mi-juillet, ta galerie vaut un peu plus de 75 Ethers, donc l'équivalent 100 000 $, mais surtout, quand je regarde tes stats en tant que manager, tu as dépensé 34 Ethers sur les enchères depuis le début. Au niveau des achats, donc à des managers, tu as dépensé 252 Ethers, donc les deux ensemble, on est à 286, un peu plus de 286 Ethers, et tu as gagné sur le marché, donc au niveau des ventes, l'équivalent. Donc tu es aussi à 290 Ethers. Donc, ce qui veut dire que t'as la valorisation de ta galerie aujourd'hui de 75 Ethers, c'est du bénéfice pur et net. Ce qui est
très très impressionnant. En fait, j'ai un fichier de suivi où je note vraiment tous mes achats et toutes mes ventes. Et dans ce fichier, je suis à peu près 45 Ethers de bénéfices. Et donc, je pense que les 30 Ethers de différence, c'est la valeur des cartes qu'ils ont augmenté dans le club. Oui, certainement. Et puis après, il faut voir aussi l'Ether, voilà, la cotation, le cours de l'Ether aujourd'hui n'est pas le cours de l'Ether d'il y a 1 mois ou 6 mois. Exactement. Mais d'après les infos là de Sorare Data, tu serais en bénéfice de l'équivalent plus ou moins de $100 000. Bon, après, si tu me dis que c'est 45 Ethers au cours d'aujourd'hui, donc ça te fait quasiment plus de 55 000 euros, 60 000 euros. Donc c'est quand même fou en un an, même pas 1 an et demi, 1 an et 4 mois, quoi. C'est complètement fou. Je sais pas si les gens se rendent bien compte, parce que il y a une autre histoire je sais pas si tu connais certainement le nom du manager, mais Luka Magic. J'ai échangé quelques fois avec lui. Alors lui, il est basé en Turquie, il est anglophone, et apparemment il a aussi commencé avec une somme aussi dérisoire que la tienne, et il a une galerie absolument énorme. Écoute, je pense que ça va vraiment intéresser énormément de personnes au début. Donc t'as parlé de ta stratégie, des différents critères que tu prends en compte avant de décider d'acheter. Comment est-ce que ta stratégie a évolué avec le temps? Voilà, donne-nous un peu plus de détails par rapport à cette stratégie vraiment plus que payante de l'achat-revente. Ouais, en fait, le tout début, c'était vraiment de vendre immédiatement après que j'achetais la carte. Je voulais pas garder une carte trop longtemps. Si jamais, j'hésitais pas non plus à prendre des pertes. Je voulais vraiment constamment que ça tourne. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je continue de penser qu'il faut pas avoir peur de prendre des pertes si on a déjà une idée pour réinvestir directement. Parce qu'on fait tous des erreurs, donc le but c'est juste de passer à autre chose et de pas se bloquer avec ces cartes inutiles. Parce que fatalement, quand on admet un peu la réflexion et qu'on se dit mais cette carte elle peut potentiellement monter à l'avenir, forcément on va avoir cette réflexion sur une deuxième carte et une 5e et une 10e, et au final ça va être une spirale et on va rien vendre, donc tout va stagner, la stratégie n'évoluera pas et fatalement les gains non plus. Donc je voulais vraiment si le budget a été investi, si le budget a été investi, on est bloqué, quoi. Surtout quand on commence avec un petit budget, quoi. Ouais, c'était la stratégie la plus adaptée au temps que je pouvais passer sur Sorare. À l'époque, j'étais en distanciel, donc j'avais énormément de temps à consacrer. Et le premier mois, j'avais 0,7 de bénéfices, donc c'était quasiment un x7. Je faisais un palier 2 par jour environ, ce qui était complètement fou. Je rentrais dans un projet sans réelles attentes, et à la fin du mois, j'avais presque un SMIC, donc ça n'avait pas de sens. Et j'ai maintenu cette stratégie, et en 3 mois, j'avais environ 2 ETH de bénéfices. Tout va trop vite, en fait. On réalise pas forcément, et au départ, mon budget était principalement axé sur cette stratégie. Et ensuite, pour l'évolution, j'ai jamais réellement changé de stratégie. J'essaye d'en ajouter, en fait, parce que fatalement, jour après jour, il y a de plus en plus de TH qui dort dans le compte, forcément. C'était impossible de tout immobiliser sur cette stratégie du court terme, sauf en tradant sur des grosses cartes, mais le risque était automatiquement plus élevé et j'aimais pas ça. Je voulais toujours que la carte, en termes de pourcentage, ne mette pas en péril mon budget total et ma galerie. Il fallait pas non plus acheter pour acheter, juste dans l'idée d'avoir la balance vide. Au tout début, j'ai vite remarqué que c'était pas une erreur de faire ça, et j'ai fait beaucoup cette erreur. Et le but, c'était de trouver une solution à ces ETH qui étaient immobilisés, et donc plus dans l'idée de trouver un investissement moyen terme en appui au court terme. Et donc j'avais la possibilité d'aller vers une équipe rare pour les paliers. D'ailleurs, au début, je me disais ceux qui ont une équipe, ça doit être fou, ils ont un budget complètement fou, ils doivent ramasser tous les week-ends. J'ai voulu tester, j'ai pas tenu le 3e week, j'ai rendu le gardien directement. La renta était vraiment trop longue, en fait. Je m'attendais pas à une telle renta par rapport à la stratégie que je faisais de base. Donc c'était impensable pour moi d'immobiliser 0,5, 0,8, je sais plus exactement le budget requis à l'époque pour avoir le palier. Et encore, on sait très bien que le palier, ça reste de l'hypothèse, parce que les suppositions, ça reste du aléatoire, du football, il suffit d'un TNP, on n'a rien du tout. Donc l'idée, c'était de trouver un investissement qui, par son potentiel rendement, soit tout aussi intéressant que la stratégie court terme, qu'elle compense, en fait. C'était vraiment l'arbitrage. Et donc, c'est pour ça que je me suis tourné vers les gardiens. Bon, je veux pas étaler les propos pour le sujet tout à l'heure, mais c'était vraiment une analyse de gardien qui pouvait
potentiellement être titulaire, et lorsque c'était le cas, je revendais directement. Et ça, c'était des gros boosts en fait pour la renta et l'évolution de la galerie. Ça devait être en termes de pourcentage, 70% pour le court terme et 30% pour cette stratégie. J'étais à ce moment-là full investi en achat-revente. Ces deux stratégies-là cumulées en fait m'ont permis de faire des résultats encore meilleurs les mois suivants. Et en fait, dans ce jeu, on remarque clairement que en Game Week comme en achat-revente, au plus on a, au plus on gagne. Les résultats sont vite devenus exponentiels. Ça m'a permis d'ajouter une troisième stratégie. J'ai acheté ma première vraie équipe en septembre avec l'arrivée des nouvelles cartes Benfica. Je pouvais pas me permettre de mettre un gros budget, donc j'ai fait quelques paris comme Jean Mario SR que j'avais acheté à 0.4. J'avais aussi acheté mon premier vrai gardien titulaire, c'était Odysseas à 0.6. J'étais en sûr devant mon écran de mettre autant d'argent pour une carte. Et à ce moment-là, j'avais potentiellement 3-4 stratégies si on compte l'équipe pour farmer les paliers. Et donc forcément, après, ça fait l'effet boule de neige, plus de stratégies actives, le TH se fructifie plus rapidement. Et donc d'autres stratégies sont venues en fait. Et j'ai profité aussi de la baisse des prix en Asie pour m'acheter une équipe rare. Et j'ai misé sur d'autres styles de stratégies pour le mercato, et j'essaie d'adapter tout ça en termes de pourcentage, et encore aujourd'hui j'essaie d'avoir 35%, 40% de mon budget grand max sur les Game Week. Je veux pas que la majorité de mon budget soit au Game Week, mais reste dédié à l'achat-revente, et justement j'essaie de trouver un moyen pour que l'achat-revente alimente mon pool de Game Week. Et donc voilà, c'est vraiment là dernièrement en stratégie j'adopte depuis ça fait quelques mois, j'essaye de miser sur des ligues non couvertes que je place volontairement à long terme. Ça, c'est pas la stratégie que j'aurais faite au tout début. Mais forcément, avec le budget qui augmente, on peut se permettre de miser sur ce genre de stratégie. Et aujourd'hui, concernant les ligues non couvertes, je pense que si on est dans ce rare, c'est parce qu'on a avant tout confiance au projet et donc naturellement à sa croissance. Et donc du coup, et quand tu parles à l'arrivée de nouveaux clubs, ligue non couverte, tu parles de quelle ligue? Est-ce que la Croatie faisait partie aussi de ta stratégie de ligue non couverte? Parce que on a fait un deal il y a plusieurs mois quand Sorar a annoncé le partenariat avec le Dynamo Zagreb, et je me rappelle que je t'avais acheté Kalinic, l'attaquant de l'Hajduk Split en SR. T'étais déjà dans ta stratégie d'investir dans des joueurs de ligue non couverte? Non, du tout, c'est justement l'arrivée de la Croatie qui m'a fait un tilt. En fait, pour le coup, l'arrivée de la Croatie, c'était vraiment un pur hasard. Je devais faire un tri de ma galerie, en fait, des joueurs de ma galerie, et je le faisais jamais. Et bon, un jour, je me suis dit, bon, allez, je vais le faire. Et donc, du coup, je regarde au fin fond de ma galerie sur Sorar, et je vois que Ferro, je voyais qu'il y avait un L5 de visible. Je comprenais pas trop. Et donc, du coup, quand j'ai cliqué sur sa carte, j'ai vu qu'il y avait les logos de championnat avec les scores. Et là, j'ai regardé les prix, et je voyais Ferro avec des notes de 90, 80, et je voyais la limitée qui coûterait 4 €. Je comprenais pas, en fait. Je me disais, mais c'est pas possible que je sois le seul à l'avoir marqué. Enfin, je comprends pas. Et puis, j'avais le budget dispo, et j'ai fait le tour du championnat, j'ai acheté le maximum de cartes. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait un déclic de me dire que ça peut être une stratégie qui peut être intéressante. Mais ouais, c'est vraiment un coup de chance énorme. Et là, t'es sur quelle ligue non couverte pour le moment? J'essaye de regarder par rapport aux ligues couvertes par Opta. À partir du moment où une ligue est couverte par Opta, je me dis, il y a des chances qu'elle arrive sur Sorar un jour. Donc, du coup, j'essaye de regarder quels sont les joueurs ou quelles sont les ligues non couvertes par Opta. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ligues couvertes par Opta. Il y a la Suède, la Pologne, l'Australie, la Norvège. Ça, ce sont les ligues principales qui sont où il y a vraiment toutes les statistiques. Et donc, du coup, à partir de cette base, j'essaye de regarder quels sont les joueurs disponibles sur Sorar, leurs contrats, leurs statistiques, jusqu'à trouver le ou les joueurs qui, en cas de couverture, peuvent littéralement exploser. Ouais, en peu de temps. Enfin, sur le moyen long terme. Aujourd'hui, t'es plus actif sur le marché des limited, des rares, des super rares. J'essaye de garder les cartes limited pour l'achat-revente. Je vais me concentrer pour les Game Week en rare. Après, je fais aussi de l'achat-revente sur les rares, mais j'aurais moins tendance en ce moment à lâcher des rares s'il y a potentiel de SO5. Aujourd'hui, les limited, c'est aussi un choix parce que je trouve que j'ai quand même le budget pour aller en rare, et surtout que je trouve que la compétitivité en limited est compliquée, et que au plus le temps passe, au plus ça sera compliqué d'avoir de bonnes performances et d'avoir un revenu régulier. Donc c'est aussi en adéquation avec le temps que je peux passer aussi, parce que je vais repasser à temps plein, donc forcément il y aura moins de court terme, donc je dois
favoriser les Game Week et les investissements moyen terme. Donc j'essaie de construire un pool rare pro compétitif dans à peu près chaque ligue. C'est l'objectif. Hormis champion, je trouve que champion Europe, c'est vraiment un cran au-dessus en termes de prix. Si on veut un revenu régulier, il faut un top joueur et c'est pas dans mon... J'aurais le budget pour, mais j'ai pas envie de me soumettre à ces risques-là. Donc je préfère privilégier les autres ligues style Challenger. Bon, Challenger, je suis obligé de la jouer. Il faut bien que mes cartes de Benfica soient utiles quelque part. Et après, j'ai vraiment envie de jouer à la U23 aussi cette saison. Mais voilà, j'espère que les stratégies en achat-revente vont financer tout ça et vont vont permettre de hold les récompenses, de les garder. Comme ça, l'idée, c'est d'avoir un pool de cartes dédiées au Game Week qui peut que se renforcer en fait, semaine après semaine, si je hold les cartes. Mais bon, ça, j'en ai bien conscience que ça arrivera pas tout de suite. Et il faudrait être patient, mais ça, il y a pas de souci. Je suis là, patient, donc je vais compter sur ça pour que ça tourne bien. Et donc t'as quand même envie de vibrer, quoi. Donc au début tu t'es lancé principalement dans l'achat-revente, mais aussi du fait que t'avais un budget faible avec 180 €, mais au fur et à mesure t'avais quand même comme objectif de participer de plus en plus au SO5. Quoi. Ouais, c'est clair. Je savais bien qu'au début c'était pas, je pouvais pas me permettre de penser ça. Aujourd'hui avec mon budget, je peux. Et sur toutes les ligues rares pro, je trouve que c'est les ligues où la rentabilité est très intéressante. Donc il suffit d'une T0, d'une star, ça peut faire un énorme boost. Hein. Donc ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui je vais de plus en plus sur les Game Week. Et puis comme tu dis aussi, il y a le temps aussi passé dessus, quoi, pour faire de l'achat-revente. Je présume que ça. Est-ce que tu as une estimation du temps que ça te prend l'achat-revente par jour, par semaine? Est-ce que tu t'as déjà calculé ça quand t'étais vraiment super actif? Au tout début, je comptais pas le temps que je passais dessus en fait. C'était vraiment je regardais, j'étais sur mon PC à 20h, je levais ma tête, il était 2h du mat, quoi. Je comptais vraiment pas le temps pour l'achat-revente tout au début. Comme je disais, j'étais en distanciel, donc j'avais la possibilité de passer toute ma journée sur ce rare et c'est ce que je faisais. Et c'est ce que tu faisais. Aujourd'hui, ouais. Et comment est-ce que tu as pris la nouvelle, donc c'était, je me rappelle bien, au mois d'août 2021, le lancement des cartes limited. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, toi qui faisais jusqu'alors de l'achat-revente principalement sur les rares, parce que les limited n'existaient pas. Comment est-ce que tu as réagi à ce moment-là, à cette annonce? Tu t'es dit, ok, là je vais construire une équipe rare et je fais de l'achat-revente sur les limited, ou tu t'es dit, non, ça sera une nouvelle rareté sur laquelle je vais faire ce que je fais d'habitude avec les rares? Au départ, j'ai pas réellement misé sur les limited parce que je voulais pas chambouler ma stratégie. Je voulais rester focalisé sur les rares, en tout cas par rapport au Game Week. Et ensuite, avec les variations des limited, c'est assez dingue la liquidité et les variations qui sont possibles au limited. Je me suis dit, ça c'est excellent pour l'achat-revente. Et donc j'ai maintenu la stratégie de renforcer le pool rare. Et en limited, c'était vraiment focus achat-revente. Aujourd'hui, si par exemple tu me demandes si je dois vendre toutes mes cartes limited de mon club, ça partira. C'est aussi un moyen de quand le cours baisse, ça permet toujours d'avoir une certaine valeur, ça se fructifie. Et moi aujourd'hui je vois les limited comme un instrument d'achat-revente. Ouais, ce que la plupart des managers qui font de l'achat-revente disent également. Il y a une énorme liquidité, les variations de prix sont quand même assez incroyables, que ça soit en positif ou en négatif. Dès que c'est une mauvaise nouvelle, ça peut faire du divisé par 4, divisé par 5. Des bonnes nouvelles, faire la même chose, le même coefficient mais dans le sens inverse, tandis que c'est beaucoup plus rare de voir ça dans une rare, quoi. Même un gardien, qui part dans un truc non couvert, il gardera encore un peu de valeur en rare, tandis qu'en limited, c'est vraiment le plongeon intégral. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est un marché qui est moins mature que les rares et c'est normal. Quels sont tes objectifs actuels et futurs en dehors donc du trading? Donc si j'ai bien compris, tu gardes 40%, c'est ça, de ton budget pour l'achat-revente et 60% pour le SO5? L'inverse. En fait, je mise sur le fait que l'achat-revente finance mes cartes en Game Week et je vais faire plus d'investissements moyen terme parce que j'aurai aussi moins de temps au quotidien consacré à ce rare. Et donc renforcer les pools de cartes en Game Week pour garder
et renforcer la compétitivité dans ces ligues rares pro. Est-ce que tu as déjà sorti des gains ou bien non? Ton objectif depuis le début, c'est continuer à essayer d'optimiser ta galerie? Non, pour l'instant, je suis encore full investi. Mais bon, forcément, avec de tels montants, on y pense. Mais bon, après, c'est toujours compliqué. Bon, vu les cours actuels, en fait, vu les cours qui baissent actuellement et à contrario sur ce soir, on voit que les cartes en euros elles augmentent. Ça rassure. On se dit que c'est quand même plus fort que le TH ce soir. Et aussi, il y a la régulation qui est toujours floue. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi un frein à ce niveau-là. Mais c'est clair que j'y pense. Ouais, tu réfléchis, c'est normal. Enfin, à ton âge, avec une somme pareille, avec un jeu, c'est clair que ça doit faire réagir. T'en discutes de temps en temps avec tes parents ou avec ton père, par exemple, avec qui t'es assez proche? Ouais, j'essaye de lui montrer, regarde, ce gardien-là, il y a une rotation, j'ai vendu en x4, il me dit, c'est bien, ok. Mais bon, en fait, je pense qu'il sait que maintenant, je suis adulte et que je dois, que c'est à moi de gérer, tout ça. C'est vrai que aujourd'hui, on montre des montants pareils à une personne qui est pas dans ce rare, elle va pas comprendre, en fait. Et c'est normal. Moi, si on m'avait montré de tels montants il y a 2 ans, quand j'étais pas sur ce rare, c'est pas ça qui m'aurait forcé à rentrer, en fait. Et aujourd'hui, je pense que d'ailleurs, le vrai but pour démocratiser ça, c'est de favoriser le fait qu'on puisse gagner tout en jouant gratuitement. Je trouve que c'est une bonne chose, d'ailleurs, ce que ce rare font là, en ce moment, qui favorise les ligues par rapport aux petites galeries, etc. Quelqu'un qui voudrait se lancer maintenant, tu lui conseillerais clairement de faire de l'achat-revente pour ceux qui veulent commencer avec des petits budgets? Si c'est un petit, après ça dépend si c'est petit budget pour limited ou petit budget pour rare. Alors, non, moi, je parle avec un petit budget, voilà, quelqu'un qui veut commencer comme toi aujourd'hui avec 180 €, tu lui dirais quoi? À partir du moment où la personne elle aime l'achat-revente, parce que ça je pense que c'est le plus important. Si une personne qui n'aime pas l'achat-revente veut essayer d'en faire, ça sera compliqué. Elle pourra complètement s'en sortir, hein, je dis pas le contraire. Mais ça sera plus compliqué logiquement qu'une personne qui aime l'achat-revente. Et quoi qu'il en soit, il faut aller là où on s'épanouit le plus. Donc il faut aussi adapter sa stratégie en fonction du temps qu'on peut passer sur ce rare. Aujourd'hui, on va pas garder un budget trop important, par exemple, au court terme, à l'achat-revente, si on peut se consacrer très très peu de temps par semaine à ce rare. Et inversement, on peut pas avoir un budget en long terme si on peut passer toute la journée sur ce rare. Donc vraiment, je dirais que le point le plus important, c'est ça, c'est d'adapter sa stratégie par rapport à sa situation. Tout à fait d'accord avec toi. Et le marché MLB, donc les cartes aux enchères, donc ça s'ouvre cette semaine-ci. Est-ce que tu penses rentrer également dans l'achat-revente baseball? En achat-revente court terme, la question ne se pose pas. Je trouve que on peut faire de l'achat-revente court terme avec à peu près tout et n'importe quoi si on suit les analyses graphiques. Après, pour des investissements plus poussés, là, il faudra commencer à regarder la situation de chaque club, des calendriers. Donc forcément, il y aura une implication qui va s'accentuer. Je sais pas encore. Je pense mettre une partie, mais je vais rester sur le court terme. Je vais pas m'aventurer pareil, en fait. Je vais pas faire le même. Je vais essayer de suivre ce que j'ai fait sur ce rare foot. J'ai pas trop envie de commencer les game week et de payer des cartes à des valeurs qui peuvent varier, en fait. J'ai pas trop envie de me mettre dans ce genre de risque. Donc juste regarder un peu le marché en court terme, essayer de voir le système de récompense, etc. Et au fur et à mesure, pourquoi pas. Quand tu t'es lancé dans l'achat-revente dans Sora, est-ce que tu connaissais bien le milieu du foot ou est-ce que tu te bases par exemple sur des rumeurs de transfert, des choses comme ça, ou bien c'est vraiment l'analyse graphique de la courbe du prix d'une carte qui est ton indicateur principal? Au tout début, oui. Aujourd'hui, forcément, ça a évolué. Aujourd'hui, je suis des championnats que je pensais jamais suivre. Voilà, c'est des championnats en Asie. Vraiment, quand on débute ce soir et qu'on voit toutes ces cartes des championnats exotiques, on se demande mais c'est qui ce club, c'est de quel championnat, c'est quoi ce logo. Mais au fur et à mesure, en fait, à force de s'y intéresser, on comprend les classements, etc. Et donc du coup, les situations de chaque club. Et c'est beaucoup plus simple pour faire des paris sur des
des investissements de joueurs qui sont en fin de contrat, etc. Mais ouais, aujourd'hui, j'essaie de suivre pas mal de clubs. Je pensais jamais suivre en fait. Et quoi, et tu fais de temps en temps des paris par rapport à des rumeurs ou non? Pour toi, c'est trop risqué comme stratégie? Au tout début, j'en faisais pas. C'était vraiment pas. C'était trop risqué. Aujourd'hui, forcément, avec un tel budget, je peux me permettre de faire ce genre de stratégie. Donc, je mise beaucoup sur le mercato. Typiquement, le mercato Gareth Bale, par exemple. Bale, c'est un joueur que j'avais acheté. Je l'avais acheté pas mal et que j'avais revendu, il me semble, après la qualification de la Coupe du Monde. J'avais déjà tiré un bon bénéfice en x3, il me semble. J'en avais gardé quelques-unes dans l'espoir qu'il signe quelque part. Et au final, son transfert en MLS, ça a littéralement tout explosé. Enfin, je m'attendais pas à telle variation. Mais ça peut aussi être dans le sens inverse, le mercato. Moi, j'avais aussi acheté pas mal de Xavier Mercier et au final, il finit en Grèce, son prêt a complètement chuté. Et aujourd'hui, ouais, j'ai la possibilité de me mettre à ces risques-là, mais au tout début, je le faisais pas. C'était vraiment pas l'idée. Et pour revenir à ce que tu as dit précédemment, donc tu vas vraiment chercher tu vas pas chercher des gros joueurs, donc pour pas mobiliser un budget important. Une part importante de ton budget plutôt. Mais c'est quoi? Ce sont des joueurs, quel que soit le joueur, tu vas regarder, sauf si c'est vraiment une star ou un très gros nom avec une très grosse valorisation. Parce que quand je regarde par exemple ta galerie, juste tes gardiens, alors Elton Leite, je compte plus combien de fois tu l'as. Après c'est vrai le Benfica. Mais t'as beaucoup de joueurs en énormément d'exemplaires, des joueurs qui viennent d'un peu partout. Comment est-ce que vu le nombre de joueurs qu'il y a sur le marché, de ligues couvertes, de clubs couverts, plus de 210, comment est-ce que tu fais pour dépoussiérer tout ça? J'essaie de regarder chaque. En fait, c'est vraiment petit à petit. Au début, j'ai acheté qu'un seul joueur, puis après, à force de le revendre, le budget augmente, on peut se permettre d'en prendre plus. Aujourd'hui, si j'estime qu'un joueur, en fait, j'essaie d'anticiper son prix futur. Mais ça, j'ai rapidement vu que c'était une chose qui est très compliquée. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaie d'estimer une potentielle situation qui change, en fait. Imaginons si un joueur devient titulaire, si un joueur va être transféré parce qu'il est en fin de contrat, est-ce qu'il y aura une hype? Si oui, est-ce que la hype sera forte ou non par rapport au prestige du joueur? Par exemple, on prenait le cas de Bale, donc c'était le cas. Ou alors si c'est une rotation dans un club qui pourra jouer, etc. Le but, en fait, c'est de se hype avant tout le monde, en fait, et de se dire, ok, lui, s'il devient titu, faut partir dans l'idée que sa situation va évoluer. Et là, on regarde son prix actuel. Et moi, je fonctionne avec ça. Et donc, je me dis, ok, si ça me paraît bon au prix, j'achète. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'estimer une vraie fourchette de prix d'achat et de prix de revente. Voilà. Ouais, c'est plus au feeling quand tu estimes que ton bénéfice, que ta marge est suffisante. C'est bon, tu vends. C'est ça, ouais. Je regardais tes milieux de terrain là et de Van der Ven qui est parti en championnat australien qu'on a annoncé à un moment au Japon, si j'ai bonne mémoire, au niveau des rumeurs. Là, t'as un magasin de Van der Ven, hein. T'en as, je sais pas, près de 25. Donc là, c'est clairement dans l'objectif où la ligue australienne serait couverte. Ouais, c'est un pari comme d'autres paris sur d'autres championnats. Aujourd'hui, la ligue australienne est couverte par Opta. Les statistiques sont visibles sur SofaScore. Donc ça peut arriver n'importe quand. Ça peut arriver demain comme dans un an. Ça, c'est un pari. Hein. Mais forcément, vu le prix quand en on plus voit la que stratégie de Sorare, ouais, mais comme tu as mobilisé un budget quand même assez faible, c'est bon, tu peux te permettre d'attendre un an, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est toujours une question de pourcentage. Aujourd'hui, j'ai environ 10% de ma galerie qui est immobilisée pour les ligues non couvertes. Mais bon, je suis très serein à ce niveau-là parce que je me dis, les joueurs sont de toute façon à des prix qui ne peuvent pas être plus bas, en fait. Si la ligue elle arrive, tant mieux. Si le joueur est transféré et qu'il va dans un club couvert, ça change rien. S'il va dans un club couvert, son prix va augmenter. Donc j'essaie de prendre des joueurs avec un gros potentiel de hausse, en fait. Tu utilises quoi comme support? Parce que avoir plus de 1000 cartes, ça doit quand même pas être facile de faire du nettoyage et d'y voir clair là-dedans. En support, j'utilise Sorare Alert, qui est un peu la même chose que Sorare Data. C'est un système d'alerting, en fait, qui va vous alerter quand telle carte de votre watchlist est listée sur le marché, ou alors si telle carte a baissé de tel pourcentage, etc. J'utilise aussi pour l'achat-revente, pour voir les cartes en dessous du marché. C'est tout un ensemble. Après, je regarde pratiquement tous les jours ma galerie sur Sorare Data. Ça me familiarise avec les joueurs que je possède parce que je sais que
si je viens une situation sur tel joueur, je vais savoir si je l'ai ou pas. Et puis si j'ai raté une info et que son prix a augmenté, je saurai que il faut le vendre, etc. Après, j'ai beaucoup de joueurs, mais ouais, comme tu dis, il y a beaucoup de joueurs qui sont pris en beaucoup d'exemplaires, donc ça amortit un peu le temps. C'est pas 1000 joueurs différents en fait. Non, heureusement. Heureusement. Sujet de prédilection, t'as voulu parler de la stratégie des gardiens remplaçants. Alors, dis-nous tout par rapport à ça. En général, moi, quand je donne des conseils, c'est spécifiquement en grande majorité du temps pour le SO5, je dis mais prenez, surtout quand on n'a pas 10-15 gardiens titulaires, prenez toujours le gardien titulaire à son gardien remplaçant, parce que s'il arrive quoi que ce soit, vous aurez toujours un gardien qui joue. Mais toi, la stratégie des gardiens remplaçants, c'est plus dans l'achat-revente. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Ouais, c'est une stratégie que j'ai découverte au tout début en fait. Je me rappelle d'un matin où j'étais sur Sorare Data et je voyais chaque minute le prix d'un gardien s'écrouler en fait, et donc je comprenais pas trop. Je regardais et en fait c'était le gardien titulaire de Séoul, pour ceux qui connaissent Yoo Sang-gun, Yang Han-bin qui avait perdu la titularisation, et donc du coup par curiosité j'ai regardé le prix du remplaçant, et là je vois qu'en même pas une heure son prix avait fait x3 x4, et là je me disais mais il y a un truc à faire en fait. Donc j'ai commencé un peu à m'intéresser à tout ça, parce qu'il y a des championnats où il y a plus de rotation que d'autres. Ça, je pense que les gens n'ont pas de difficulté à le savoir. Hein. C'est majoritairement les championnats exotiques. MLS, K-League, J-League. C'est en fait grâce aux gardiens que j'ai commencé à apprendre les championnats, les logos, les joueurs. Et à force de retenir tout ça, on commence à retenir des noms. On apprend aussi les patterns des gardiens, leur situation. Chaque club gère différemment leurs gardiens. Il y a des championnats aujourd'hui en période de mercato où il y a des échanges en interne en fait dans le championnat, donc il y a des rotations dans tous les clubs, et donc ça, il y a au point de vue de l'achat-revente, c'est une stratégie qui fait vraiment sens, parce que sur 5 gardiens achetés par exemple, alors on part forcément dans l'hypothèse où les 5 gardiens proviennent d'une réflexion et d'une analyse, parce que il s'agit pas de prendre le gardien remplaçant de chaque club en disant il va jouer. Il y a des gardiens qui vont jamais jouer parce qu'ils n'ont pas d'expérience, mais si on part de ça, un seul gardien sur les 5, il suffit d'une rotation et ça va couvrir tout votre investissement initial en fait, et donc du coup ça fait l'effet boule de neige où vous allez pouvoir investir sur d'autres gardiens. Donc ça, c'est dans le point de vue de l'achat-revente. Mais je trouve qu'en Game Week, ça fait tout aussi sens. Aujourd'hui, si un joueur rentre dans ce rare avec un budget défini et que cette personne-là est patiente, alors ça rentre dans sa stratégie pour moi. Parce que je trouve qu'il sera plus judicieux de miser sur un remplaçant qui aura des chances de titularisation à l'avenir. Il faut laisser le temps faire les choses. À la fin, il y a la possibilité d'être gagnant-gagnant avec un gardien qui est titu, obtenu à un prix réduit, qui est le contraire d'un gardien très âgé, par exemple. Aujourd'hui, alors je dis pas que la rentabilité des gardiens âgés n'existe pas. Attention, c'est souvent une très bonne renta, mais c'est au niveau de l'aversion au risque, ça va dépendre de chaque personne. Moi, personnellement, j'essaie de prendre le moins de risques possible. Et aujourd'hui, j'imagine la personne qui a rentré sur Sorare et qui a posé, je sais pas, 30 ou 40% de son budget sur un gardien âgé, et que ce gardien était par exemple Brad Guzan ou Shuttleworth ou en K-League Yo-Hoon du Suwon FC, enfin tous ces gardiens âgés en fait qui ont perdu leur place de titulaire, et ça peut être dramatique pour un nouveau joueur qui voit son expérience Sorare se nuire en fait, parce que son gardien il vaut plus rien. Et donc aujourd'hui, si on peut éviter ça et primer l'anticipation, la patience et la réflexion, plutôt que de s'aventurer tout de suite vers un gardien qui a un risque et qui peut mettre son budget et sa galerie en danger. Et donc quelqu'un qui a un petit budget, tu lui dirais quoi? Parce que après, comme tu l'as dit tout à l'heure, et c'est vrai que c'est comme ça qu'il faut réfléchir, il faut que le manager s'adapte à sa propre stratégie. Donc s'il aime bien faire de l'achat-revente, qu'il se spécialise là-dessus. S'il aime plus vibrer devant les matchs pour son SO5, on va plutôt lui conseiller de construire une équipe. Mais quelqu'un qui voudrait faire du SO5 qui n'a pas un gros budget, ou bien comme tu dis, qui dépense 30 à 40% de son budget dans un gardien titulaire, et s'il est âgé, c'est vraiment problématique. Tu ferais quoi à leur place? Si elle veut se lancer dans le SO5, en
fait, ça va dépendre de son budget. En fait, il faut surtout pas que le gardien titulaire y ait un risque et qu'il représente trop de son budget. Et s'il fait un pari sur des remplaçants, il faut pas non plus que ça immobilise trop son budget. Je pense que le plus important quand même dans ce jeu, ça c'est la patience. Aujourd'hui, il y a plein de gardiens. Enfin, il y a plein de gardiens qui peuvent retrouver une place de titulaire. Et si on investit intelligemment, tout en ayant un budget, tout en gérant bien son budget, je pense qu'il y a une vraie solution à ce niveau-là. Après, c'est mon avis. Non, je te suis. Le souci, enfin, c'est vrai quand on prend un gardien titulaire d'une équipe, je veux dire moyenne, le prix est abordable, et si c'est pas un jeune de 21-22 ans qui a beaucoup de potentiel comme gardien remplaçant, ça vaut vraiment la peine de prendre le deuxième gardien. Après, comme tu dis, si c'est un gardien, je prends, je sais pas moi, l'exemple de Bruges avec Lamens ou Verbrugge, le gardien remplaçant d'Anderlecht, sont des jeunes gardiens. On prédit un bel avenir. Si on doit prendre le gardien titulaire et le gardien remplaçant, ça devient un très 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 gros budget. C'est ça un peu le souci avec les gardiens remplaçants qui sont jeunes et plein de potentiel, ou un Guilherme avec Koudiakov, le gardien remplaçant qui là a joué le premier match de la nouvelle saison comme gardien titulaire au Lokomotiv. Ça, il faut pas non plus se tromper quand on veut se lancer dans le SE5 avec une seule équipe, de regarder quand même s'il faut prendre le gardien remplaçant, alors d'aller prendre d'une équipe où les gardiens sont abordables, quoi. Surtout pour les jeunes, en fait. Je pense que ça vaut vraiment plus le coup d'aller sur les jeunes, et comme tu dis, les prix sont chers. Après, il y a des gardiens, par exemple, là, je pense à Bart Verbruggen qui peut potentiellement aller à Burnley. C'était sa carte Unity valait 0,01 il y a quelques mois, en fin d'année. Enfin, c'est vraiment, je trouve que ça fait vraiment sens de miser sur ce genre de pari. Après, effectivement, là, le fait que Sorare ait supprimé les cartes communes, dans les ligues, dans la ligue ASD4, forcément, ça a poussé vers le haut tous les prix des gardiens remplaçants, parce que les gens veulent faire des paris, et ça se comprend aussi. Et à ce niveau-là, c'est vrai qu'il va falloir, ça peut pas être évident parce que là, d'immobiliser 50% de son budget sur un gardien qui va être remplaçant, pour moi, je trouve que ça reste quand même plus sécurisé que de miser sur un gardien âgé titulaire. Quand je regarde ta galerie, on dit le dispatching par position, donc toute rareté confondue, tu as 167 attaquants, 325 milieux, 203 défenseurs, mais 534 gardiens. Alors on voit clairement que tu appliques bien ces stratégies de gardien. Et alors je parlais tout à l'heure de Helton Leite que tu as quasiment 15 fois, parce que pour toi, soit il peut reprendre potentiellement sa place de titulaire, ou partir dans une belle équipe couverte sur Sorare, style un retour au Brésil où il deviendrait titulaire. Concernant Helton Leite, il y avait des rumeurs en fin d'année à Lorient, son prix avait fait x4. À partir de là, j'ai commencé à en prendre pas mal. Pour cette saison, après voilà, c'est impossible de prédire ce qui va se passer. Il peut très bien bouger, et c'est celui de l'Abbé qui prendra la place numéro 2. Odysseas peut très bien partir, et si on trouve pas de gardien, ça sera Helton Leite le numéro 1, ou alors la situation ne bougera pas, Helton Leite restera le numéro 2. Ça reste des paris, mais fatalement, quand on a plein de gardiens remplaçants, la moindre info, ça fait pump, en fait, ça fait pump. Et donc l'idée, c'est pas non plus de prendre, il faut pas non plus s'aventurer en prenant plein d'exemplaires de chaque, et peut-être un par un, et tout doucement avancer comme ça. Je regarde par rapport à l'actualité, tu as pas mal de gardiens, pas mal de fois Erik Hulschlagel, qui était le gardien, ça a été compliqué à Utrecht, il était d'abord gardien titulaire, Marten Paes remplaçant, et puis c'est Marten Paes qui était titulaire, et puis finalement c'est le troisième gardien, Fabian de Kaiser, qui était titulaire la saison passée. Marten Paes est parti aux États-Unis et Schlegel était remplaçant. Et donc là, on vient d'annoncer qu'il va rejoindre Emmen. Et là, c'était une bonne nouvelle pour toi. Ouais, la situation, comme je dis, elle était un peu délicate à Utrecht. Moi, je m'attendais que le départ de... Alors, je sais plus exactement comment ça s'est déroulé, l'ordre des choses, mais je m'attendais pas à ce que Schlegel reste numéro 2 et que c'est de Kaiser qui passe en première, qui soit favorisé. Donc, à partir de là, je me suis dit, mais Schlegel, il va jamais rester. C'est pas possible. C'est un gardien qui va vouloir du temps de jeu. Et là, avec l'annonce qui transférait à Emmen, j'ai déjà vendu une rare et je pense que je vendrai tout. Et d'ailleurs, c'est pas parce que c'est annoncé que ça soit fait. Je pense notamment à Joël Pereira qui
qui était supposé être le numéro 1 du RKC, enfin supposé 100%. Ouais, c'est une histoire de fou. Parce que le titulaire Raisen irait en Arabie Saoudite, et au final le transfert ne s'est pas fait. Alors là, le prix de Joël Pereira est revenu à case départ en fait. Ouais, c'est dingue cette histoire aussi. C'est vrai que le cas de Utrecht, c'est une exception. Je vais pas dire une exception qui confirme la règle, mais là dans le cas, le manager qui avait pris le gardien titulaire et gardien remplaçant, là exceptionnellement c'est le troisième gardien qui est passé devant les deux autres. Ça peut arriver aussi, ce genre de choses, même si c'est quand même très rare. Ouais, ça reste l'exception, mais il suffit d'une fois. Bon écoute, merci pour avoir donné ton avis. Écoute, je suis connecté là sur Twitter, il y a plein de questions qui débarquent. Je suis content de regarder ça, sinon on serait passé à côté lors du question-réponse. Mais avant ça, on va passer par le traditionnel questionnaire. Alors, ton joueur préféré dans la vie réelle et sur Sorare, et la raison pour laquelle tu as choisi ce ou ces joueurs? Alors, dans la vie réelle, je suis obligé de respecter mes origines en disant Cristiano Ronaldo. Ça, il y a aucun doute là-dessus. C'est trop facile. Ouais. C'est au-delà du fait qu'il soit portugais, évidemment, c'est surtout sa mentalité, le fait de vouloir toujours plus, le fait d'être toujours déterminé, c'est ça aussi que je respecte aussi beaucoup chez lui. Et sur Sorare, c'est lui aussi ou sur Sorare, c'était pas évident parce que forcément en achat-revente, j'essaie de pas trop m'attacher aux joueurs, donc du coup ça va être un joueur en game week. C'est pas un joueur qui m'a fait énormément gagner, enfin c'est le joueur qui m'a apporté la plus grosse reward, mais c'est la seule reward, c'est Ferro. C'est aussi grâce à lui que j'ai découvert les notes en Croatie, et j'avais sa carte numéro 1, enfin je l'avais acheté pour la collection, et du jour au lendemain il se retrouve à être un GOAT en défense. C'était inespéré, et il m'a apporté ma plus grosse reward, donc ouais, je dirais Ferro. Et là, qu'est-ce que tu penses il a annoncé à Vitesse, je pense. Comment est-ce que tu vois son scoring? Tu l'as toujours ou tu l'as vendu? Ouais, je l'ai toujours. Ça c'est une carte que je vendrai jamais pour le coup. C'est ton talisman, quoi. Ah, c'est ça, ouais. Et là, comment tu crois que son scoring va évoluer? J'ai pas trop d'avis. Enfin, je pense que son scoring sera quand même nettement inférieur à celui d'Ajousplit. Après, je l'espère pas pour ceux qui le possèdent et pour moi, parce que je l'ai. Mais j'ai du mal à comprendre, en fait, le fait que son prix a augmenté, parce que après Vitesse, ça reste un très bon club aux Pays-Bas. Hein. Mais bon, je m'attends pas à des 80 toutes les semaines, quoi. Non, moi je l'avais, et je t'avoue que quand il est retourné au Benfica, je me dis il va peut-être atterrir autre part, mais j'avais vu jouer, je le trouve pas flamboyant, il est assez lent quand même comme joueur, mais pour la Croatie, c'est amplement suffisant. Ah oui, non, mais ça c'est clair. C'est vrai que un bon joueur sur Sorare n'est pas un bon joueur dans la vie réelle. Hein. Pas toujours, non. Ça, c'est clair. Pas toujours, non, frérot. Écoute, je suis curieux. Moi, comme je t'ai dit, je l'ai vendu. Je pense pas qu'il fera de nouveau des gros scores, parce que Pays-Bas, le niveau, j'étais quand même assez étonné du niveau du championnat croate. J'ai regardé quelques matchs parce que j'avais Kalinic que je t'avais acheté, et puis quand l'Hajduk jouait, je regardais, mais je me dis là, c'est quand même un autre level, quoi. Ouais. C'est pas la même chose. Ton plus gros coup sur Sorare, ton plus beau résultat? Mon plus gros coup, si j'ai les Game Week, ça sera sur la Game Week 263. Alors pareil, c'est aussi un mélange de réussite et enfin, ça n'avait vraiment pas de sens. C'était la Game Week où en fait il y avait une erreur de price pool sur la Game Week Challenger et je n'avais pas remarqué. Et c'est Fields d'ailleurs, comme toujours, qui m'a dit tiens, il y a une erreur sur le price pool, tu devrais la jouer, t'as pas mal de cartes de Croatie. Et effectivement, quand on voit le price pool, ça n'avait pas de sens en fait. Et en plus de base, c'était un match qui était reporté, donc le match n'était pas censé se dérouler dans cette game week là. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit on va tout donner pour cette game week là. Et en fait, il y avait qu'une seule équipe. En fait, il y avait qu'un seul gardien disponible. Dans la Game Week, c'était le gardien de Zagreb, Livakovic. Il y avait seulement 13 managers qui possédaient le gardien. Donc là, j'ai fait mon enquête, j'ai essayé d'anticiper les autres managers, dans quelle ligue ils allaient aligner. Le price pool en rare pro était beaucoup plus intéressant. Et donc moi, je suis parti dans l'idée d'aligner tout ça en challenger, de faire le mouvement inverse pour espérer avoir la première place, en assurant 5 titulaires. Au final, et de mettre à côté en rare pro une équipe d'Ajousplit en fait, avec un mélange d'Ajousplit, Kalinic et Ferro. Moi je me suis dit si une équipe perf, l'autre elle va pas perf, mais bon, moi je sais que j'allais avoir une sécurité. Et au final, Kalinic marque, Ferro fait un gros score, j'arrive à faire 2 podiums en une game week, ça n'avait pas de sens. Et tout dans la même game week, j'ai un podium inespéré
qui arrive en All-Star. Là, pour le coup, c'était vraiment, c'est vraiment comme si je gagnais au loto. Les joueurs, ils étaient vraiment, j'avais aligné le gardien de Dion Book qui jouait contre les Marinos, il fait un clean sheet. Kalinic contre Zagreb, il marque son but. Lucas Vazquez qui met son but à la 95. J'avais fait 3 podiums en une game week. Aujourd'hui, j'ai toujours 3 podiums et c'est sur cette même game week, donc c'est assez fou. Et t'avais pris quoi comme récompense? Et j'avais eu Carlson rare que j'ai toujours. Beau. Mignolet aussi. Donc ça c'est 2 joueurs qui rentrent dans la stratégie Challenger, très c'est beau parfait. aussi, ouais. Et j'ai eu aussi Dybala que j'ai revendu. Mais ces 3 joueurs-là, je pense que j'avais jamais eu une récompense plus forte en fait que ces joueurs-là. Et là j'ai ces 3 joueurs d'un coup. T'as tout ramassé, le tiercé gagnant. Et au moment des récompenses, c'est incroyable. Bah écoute, magnifique. Donc et les 3 cartes rares, donc Dybala, Mignolet et Carlson. Ouais, c'est jackpot. Bon, ça c'est le super up. Ta plus grosse malchance? Ma plus grosse malchance, en game week, j'essaie de pas parce que fatalement en AR, j'essaie de pas trop avoir de regrets parce qu'il faut jamais en avoir. Et en game week, on en a beaucoup. Mais j'irai quand même sur l'achat-revente parce que c'était une stratégie, c'était les gardiens remplaçants. C'était une stratégie que je savais faire. Et là, j'avais trade, je me souviens, j'avais acheté Renko Pasveer. C'était un remplaçant de l'Ajax. Et je ne sais pour X raison. Alors, je l'avais acheté au prix d'un palier rare. C'était vraiment la carte rare à 0.002 que j'avais revendu à perte. Et peu après, il trouve une place de titulaire et là, il se retrouve à un prix complètement fou. Et là, je comprenais pas pourquoi j'ai fait cette décision parce que c'est un gardien remplaçant, donc en théorie, je devais garder et je l'ai vendu et ça m'a renforcé l'idée de me dire bon, à partir de maintenant, les remplaçants, tu les gardes, tu vends plus rien. C'est un sujet qu'on a déjà abordé avec un invité sur ce podcast, la danse de Pasveer et de Stekelenburg et la saison qui vient là maintenant, ça risque d'être le même truc. Il y en a certains qui disent ça sera Stekelenburg, donc ça sera Pasveer. Gorter, c'est pas encore son moment. Moi je refuse de me relancer là-dedans. Toi, tu les as? Non, Ajax, j'ai pas. Pour le coup, Gorter, j'aurais aimé l'avoir, mais là, son prix est juste trop cher. Ouais, c'est trop. Trop cher pour mon budget, je peux pas me permettre de mettre autant pour un remplaçant, mais c'est sûr que s'il devient titulaire, alors là, j'imagine même pas son prix. Ouais, tout à fait. Dans une équipe ultra dominante dans son championnat. Bon, les 3 onglets qui sont toujours ouverts quand tu es sur Sorare. Alors, toi, ça risque d'être un peu spécial, comme c'est surtout de l'achat-revente. Fatalement, Sorare Data, comme tous les managers. Pour les courbes courbes des prix, t'as pas le choix. Discord aussi, avec Sorare Alert en support, et puis pour constamment rester au contact, parce que forcément, avec autant de cartes en vente, on a toujours des personnes, des acheteurs qui veulent négocier, etc. Donc Discord, Sorare Data, mon fichier de suivi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important, quelle que soit la stratégie qu'on a, d'avoir un fichier de suivi. Au moins, on s'y retrouve dans sa stratégie. Après, ça reste du basique. Pour les Game Week, quand je prépare mes line-up, j'essaie de regarder les compos qui sont les predictables compos en anglais. Qui a changé son nom là, Play Sharp, je crois que ça s'appelle maintenant. Ouais, c'est ça, exact. Et après en Asie aussi, ce que je fais, c'est que il y a des sites qui permettent de récolter un peu les infos, mais moi ce que je fais en Asie, c'est que je vais sur le site du club en question et je vais dans la page effectif et je vais copier-coller le nom du joueur. Donc en fait dans l'alphabet asiatique que je vais coller sur Twitter. Et généralement les articles, il y a pas mal d'articles reliés et j'arrive quand même à trouver un peu d'infos, mais sinon ça reste du très grand classique au niveau des pages ouvertes. Sorare Alert, tu en parles évidemment beaucoup. Tu as combien d'alertes activées là pour le moment? Tu sais plus ou moins ou pas du tout? Alors là je vais en avoir une vingtaine. C'est principalement des joueurs qui pop dans le marché en code. C'est majoritairement des joueurs de ligue donc ouverte parce que là c'est moins liquide donc on voit moins de cartes. Typiquement des gardiens remplaçants, je vais pas avoir l'utilité parce qu'il y a toujours des cartes en vente. Par contre, il y a des cartes qui sont plus compliquées à obtenir et c'est en majorité les SR. Les SR,
c'est toujours intéressant d'avoir une alerte à ce niveau-là. Et après, c'est aussi pour l'achat-revente. Sorar Alert, je l'utilise depuis janvier, fin d'année, c'est un outil qui peut être un excellent support pour l'achat-revente court terme. Ça vous retranscrit les joueurs qui sont en listage un certain seuil en dessous. Et en support au live offer Sorar Data, c'est primordial. Vraiment, je trouve que c'est un excellent support. D'ailleurs, t'étais tellement réactif sur le marché qu'il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi tu avais un bot et t'as toujours répondu non, moi j'ai pas de bot, mais par contre je suis au taquet sur le marché et en fait c'est ça quoi. C'était Sorar Alert et dès qu'il y avait une alerte, boum, Ouais, il y a pas mal de personnes qui me prenaient pour un bot. Moi, je prenais ça à la rigolade et justement, je me disais mais en fait, je pensais pas que j'étais aussi rapide. Mais c'est vrai qu'après, il y a des cartes qui sont en dessous. On achète. Des fois, il y a un excès de confiance et on regarde même pas la situation du joueur. Et au final, on remarque que le joueur, il va bouger dans un championnat non couvert. Là, on se dit voilà. Mais bon, c'est le jeu aussi. Si on veut être le plus rapide, tout à fait. C'est pas en regardant tout ça, en essayant de s'informer au max. Il y a tellement de compétitivité que la carte elle sera déjà partie. Donc c'est forcément c'est des risques. Comme tu dis, ça fait partie du jeu. Alors pour terminer le questionnaire, ton joueur à suivre. Alors mon joueur à suivre, ça va être Enrique Araújo à Benfica. Le nouveau attaquant. C'est un gardien. Ouais, c'est un attaquant. Je suis obsédé par les gardiens, c'est terrible. C'est un attaquant qui a tout écrasé avec l'AB l'année passée, la saison passée en Youth League, pareil en finale de mémoire, il avait mis un triplé. C'est vraiment le numéro 9 qui est clinique. Je pense que cette saison à Benfica, il peut gagner du temps de jeu. Ça sera pas évident s'il y a toujours Gonçalo Ramos et Yaremchuk. Mais je pense même que Enrique Araújo sera privilégié à Yaremchuk, surtout que le coach aime faire jouer les jeunes. En tout cas, il voit pas le problème pour ça. Je pense qu'il y aura vraiment une carte à jouer cette saison et ça peut devenir un joueur très très intéressant pour Sorar aussi. Moi j'espère toujours, j'ai Yaremchuk SR, je le garde toujours en espérant qu'il revienne titulaire, mais apparemment le dernier match amical et le nouveau coach les avait mis tous les deux et apparemment c'était pas mal du tout. J'ai pas vu du tout les extraits. Ouais, les trois ont un très bon niveau. Yaremchuk, c'est vraiment un très bon buteur. En plus, son contrat est jusqu'en 2026, donc forcément, il doit avoir sa carte à jouer dans le club. Mais pour le coup, en termes de numéro 9, on est quand même assez bien servi au Benfica et là ça va être le coach il aura vraiment toutes les cartes en main. Est-ce qu'il va privilégier l'expérience ou les jeunes? En tout cas, quoi qu'il en soit, ça fait de la profondeur et la saison elle risque d'être très longue, donc je pense que tout le monde aura une carte à jouer. Ouais, écoute, on verra bien ce que ça va donner. T'as été confiant Benfica cette saison? Faut jamais s'emballer mais là ce qu'ils sont en train de proposer en ce moment au niveau de la pré-saison, des matchs amicaux, c'est très très convaincant. Après, il va falloir être régulier. On est principalement basé sur un jeu à pressing vraiment très intensif. Est-ce que les joueurs vont réussir à garder le rythme? Je sais pas. Mais en tout cas, quand on voit le jeu rien que le jeu qui est proposé, ça change complètement de l'année passée. C'est prometteur. Ouais, c'est un coach, l'ancien coach du PSV, c'est un coach qui aime bien le jeu aussi. Il aime bien. Ouais, c'est ça. Il aime bien prendre des risques et comment t'as trouvé Enzo Fernandez? Déjà je trouve ça dingue qu'il y arrive et que le lendemain il fasse son premier match. Alors je sais pas s'il sera autant décisif à Benfica qu'à River Plate. C'est peut-être pas impossible qu'il joue un petit peu plus bas, mais juste pour le joueur, là il a juste fait en tout 90 minutes sur les deux matchs. C'est dingue la vision qu'il a. C'est vraiment il peut casser des lignes. Je connaissais absolument pas. Je connaissais absolument pas quand il était à River Plate, je le regardais pas. Mais les échos autour de lui étaient vraiment très très bons, très bons. Et là, ouais. Et c'est confirmé par rapport à ce que t'as pu voir, quoi. Ouais, complètement. Écoute, on verra bien. Ça sera, c'est vrai que il y a pas mal de nouveaux joueurs. Il y a Rafa Silva aussi qui reste. On verra bien si la sauce va prendre. Et s'ils arriveront à dépasser le rival Sporting, mais également Porto, qui se fait un peu dépouiller au milieu de terrain. Mais bon, le mercato il est encore long. On est seulement au début là, à l'air de rien. Clairement. Il y a encore plus d'un mois et demi, donc peut encore se passer beaucoup de choses. Tout à fait. Alors Léandre, on va attaquer la dernière partie qui est la partie questions-réponses. Alors
il y a un autre pro de l'achat-revente, Will Smith Sorare, qui pose comme question, tu peux lui demander combien d'Ethers il a glané grâce aux alertes de Sorare Alert, et si c'est plus facile de développer une stratégie agressive avec de l'argent gagné gratuitement, en étant uniquement le plus rapide à cliquer sur une alerte reçue sur son téléphone. On en parlait justement. Ouais, concernant Sorare Alert, sur le téléphone, c'est un support incroyable, parce que voilà, sur le téléphone, on peut pas suivre continuellement la page de Sorare Data. Après, quand on a un PC à côté, c'est toujours intéressant d'avoir les deux, parce que sur certaines cartes, ça apparaît en premier sur Sorare Data et ensuite sur Sorare Alert. Donc ça va dépendre aussi de la rareté. Il me semble que la rareté joue par rapport au timing, mais Sorare Data peut être un peu plus actif, un peu plus réactif que Sorare Alert. Après, en termes de bénéfices, ça, je saurais absolument pas dire combien de bénéfices grâce aux alertes. Grâce à Sorare Alert, quoi. Ouais, étant donné que j'ai toujours les deux en support, lors de mon fichier de suivi, je note pas si la carte est achetée par Sorare Alert ou par Sorare Data, mais c'est vrai que c'est intéressant. Tu vas peut-être rajouter une colonne à partir d'aujourd'hui. Alors, une question de Camise. Est-ce que tu utilises des outils automatisés pour faire ton scouting ou est-ce que tu fais tout manuellement? Alors, des outils automatisés, il y a juste le système d'alerting, en fait. Après, ouais. Pour le scouting, on n'utilise pas forcément d'outils. Je vois même pas qu'est-ce qu'on pourrait utiliser. Je me dis, je regarde sur Sorare Data les gardiens que j'ai. Si j'estime que par rapport à mon budget, je peux en prendre plus, je vais regarder son floor price. Si dans la moyenne, j'achète. Après, quant au scouting, c'est de l'analyse championnat par championnat. J'essaie de voir lors d'un mercato les joueurs des clubs de championnat Europe, parce que généralement, quand un joueur part d'un club de championnat Europe, son prix ne peut qu'augmenter. Si le joueur est déjà indésirable, c'était le cas de Gareth Bale. Encore une fois, je prends un exemple. C'était un indésirable au Real. Il y avait le prestige. Donc quoi qu'il en soit, il pouvait bouger n'importe où. Si c'était couvert, ça allait prendre en valeur. Donc je trouve que en mercato, c'est essayer de faire un focus sur ces championnats-là. Mais après, ouais, ça reste principalement à la main, club par club, et j'ai pas forcément d'outils pour ça. Combien de temps, on n'a pas abordé, question de Shenzhen, combien de temps te prend l'achat-revente par jour, par semaine, aujourd'hui ou plus tard, quand tu seras salarié temps plein? Tu penses consacrer combien de temps par semaine? Auparavant, donc au tout début, je pouvais passer 10 heures, 15 heures minimum par journée. Je faisais que ça en fait. Aujourd'hui, ça va être beaucoup moins par mon budget aussi. On est sur peut-être 5 à 6 heures. Après, plus tard, lorsque je vais être à temps plein, je vais essayer d'être au minimum 3 heures. 4 heures par jour sur Sorare. Je vais essayer de garder quand même un rythme. Je vais pas abandonner la stratégie qui a tant fonctionné depuis le début, en fait. Je vais essayer de garder un niveau minimal, quand même. Faudra bien t'organiser, te lever peut-être plus tôt le matin et faire des nuits blanches. Bon, t'es jeune, ça va, tu récupères assez facilement. Alors, question de l'R6. Quel est ton mode opératoire pour cibler tes investissements de masse et comment fixes-tu ton prix d'achat maximum à ne pas dépasser? Concernant le prix d'achat, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un peu compliqué d'anticiper les prix. J'essaye plus de voir si la situation du joueur change et si la situation peut être intéressante, je vais prendre plus de joueurs, plus de fois en exemplaire. Typiquement, il y a des gardiens. Les gardiens jeunes, par exemple, en long terme, je trouve qu'aujourd'hui, les gardiens jeunes qui coûtent rien du tout et qui sont titulaires avec la B, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ils peuvent avoir du temps de jeu avec là et les variations peuvent être grandes. Là, je pense à Rocco Rios Novo qui était à Atlanta, là qui est titulaire en ce moment, ou Bart Verbruggen qui est transféré. Enfin, il y a plein d'exemples. Et j'essaye juste de voir si le prix est plus bas graphiquement pour un joueur, donc pour un gardien de toute façon le prix ne peut pas être plus bas sauf s'il y a de la spéculation, mais pour un gardien qui est pour un joueur qui est en mauvaise phase, j'essaie de regarder graphiquement si sur les 6 derniers mois le prix est quand même vraiment bas, et si c'est le cas j'en prends et puis on verra bien. Enfin c'est majoritairement en fait des paris, c'est difficile de se dire si tel pari sera gagnant ou non, mais j'essaie justement de miser sur des paris qui peuvent compenser les autres par le rendement. Ouais, tout à fait. Alors il pose une autre question, il en pose même 2 autres. Quel est le style d'achat-revente où personnellement tu prends le plus de plaisir? Bon, si on a bien entendu, ce sont les gardiens.
C'est compliqué. Il y a plein de manières en fait différentes, donc c'est difficile d'en ressortir une. Mais quand tu vois ton investissement au moyen terme qui a fonctionné, parce que la situation du joueur, elle a changé, et que les prix ont fait x4, x3, enfin, par rapport à ton prix d'achat, c'est clair que ça te fait quelque chose. Tu te dis, voilà, la stratégie, elle a fonctionné, les choix ont été bons, et ça te pousse et ça te motive encore plus à te projeter sur les autres, sur les paris à venir et de réinvestir. Et alors, il dit, quels sont les conseils que tu pourrais donner à un nouveau joueur Sorare adorant l'achat-revente? Si la personne aime l'achat-revente, c'est le principal. Elle va s'en sortir, quels que soient ses gains, court terme ou moyen terme ou etc. Elle va s'en sortir par rapport à son budget de départ. Et encore une fois, c'est le même critère qui est selon moi important, c'est avoir sa stratégie en fonction de sa disponibilité. Si on a ça, on adapte cette stratégie-là, et qu'à côté de ça, on est motivé et qu'on aime bien l'achat-revente, il n'y a pas de raison de pas réussir à ce niveau-là. En tout cas, c'est mon avis, et je suis persuadé que les gens qui adorent l'achat-revente réussiront s'ils aiment le domaine. Après pour toi et pour d'autres managers, c'est facile. Il y en a d'autres qui voudraient s'essayer, mais parfois, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un avis comme le tien, parce que tu as parlé aussi du pourcentage aussi que tu alloues, de pas acheter plusieurs cartes si on a un budget limité. Enfin voilà, les personnes qui suivent pas ces conseils-là au tout début risquent de se planter et finalement être un peu dégoûtés de l'achat-revente parce que ils auront peut-être mis un peu trop de leur part de budget dans des paris à moyen ou long terme, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Faut pas, quoi qu'il en soit, que ça soit en game week ou en achat-revente, faut pas se mettre en danger sur une carte qui représente trop. Moi aujourd'hui, par exemple, j'arrive même pas à réaliser que j'ai autant, parce que j'ai quasiment aucun joueur qui représente rien que plus de 5% de ma galerie. Le joueur le plus cher, il doit être à 2 Ethers, et encore, c'est un joueur que j'avais payé 1 Ether, quel que soit le budget. Quel est le joueur le plus cher de ta galerie aujourd'hui? Alors, je vais regarder. Il me semble, le joueur le plus cher que j'ai payé, ça doit être Rob Scoof, et c'est là que j'ai payé 1,3. Et encore, j'ai des doutes. Enfin, ça doit être dans cette fourchette-là, entre 1 Ether et 1.5. Après, en ce moment, le joueur le plus cher, c'est Van Aken. C'est Van Aken qui a 2,1 et j'avais payé 1 Ether. Effectivement, c'est une très bonne stratégie. Alors, j'ai encore 2 questions. Question de DB. Mais c'est vrai qu'on a abordé ce sujet-là pendant le podcast, mais je vais quand même la poser. Est-ce qu'il se résolut parfois à vendre à perte, ou attend-il un potentiel rebond d'une carte? Avec sa surface financière, il a peut-être plus les moyens de patienter que les cartes remontent pour toucher un profit dessus. Mais là, si j'ai bien retenu ce que tu as dit, c'est que tu n'hésites pas non plus à prendre des pertes sur des joueurs. Ouais, au départ, j'hésitais pas à prendre les pertes parce que j'avais pas le budget pour garder. Aujourd'hui, si un joueur a le budget pour garder, alors il y a aucun souci, hein. Elle peut hold le joueur pendant un temps déterminé. Mais à contrario, si le joueur il représente trop, si c'est pas dans la stratégie elle-même de la personne de garder les cartes, ou même si elle peut mettre la galerie en danger, en fait, c'est toujours la même chose. Autant prendre la perte, et si derrière la personne elle a une idée d'investissement, elle va se dire bon, je prends cette perte-là, mais je sais que derrière je vais investir sur d'autres joueurs qui vont me faire compenser, et au final je vais être gagnant. C'est l'idée que j'essaie d'avoir, en tout cas. Et alors, dernière question, celle-là m'a été envoyée sur Facebook de Jérôme Norel. Quelles sont les choses à analyser en premier dans l'achat-revente? La courbe en Ether ou en euros, sur les 6 mois ou sur les 3 mois? Quand revendre un joueur et à combien de profit vends-tu? Bon, là, tu en as parlé. Quand tu regardes les courbes, est-ce que tu regardes les courbes à 1 mois, 3 mois, 6 mois, à très court terme? Ça dépend de la stratégie. Après, pour les limited, par exemple, pour le court terme, je vais regarder les prix des derniers jours. Pour du moyen à long terme, je vais regarder les prix des mois précédents. Pour les limited, j'essaie de regarder l'historique en euros. Enfin, c'est toujours ce fameux débat. Je me sers de l'historique du prix en euros pour en tirer le meilleur en ETH. Donc, j'ai tendance à privilégier quand même l'ETH. Et si jamais j'ai une carte en bénéfice en ETH qui est en perte en euros, j'essaie de voir si historiquement elle peut pas atteindre un meilleur prix en ETH. Mais sinon, je vais quand même privilégier les gains en ETH. Ça reste la monnaie du jeu, en fait. Donc, tout à fait. C'est tout, si tu laisses tes ETH dans ton wallet, il y a certains managers qui les sortent automatiquement. Dès qu'il y a des ventes, ils préfèrent les sortir, les convertir en euros et les garder au chaud, et puis faire des achats avec leurs cartes où il y a
les Ethers convertis en euros directement dessus, quoi, pour éviter des fluctuations de cours, des choses comme ça. Ouais, ça de toute façon ça fait partie du jeu. Hein. Avoir des Ethers dans la balance, ça peut influencer positivement ou négativement en fonction du cours de l'ETH. C'est d'ailleurs ce point-là qui peut être un frein aux nouveaux arrivants. Mais toi, tu les laisses de toute façon sur ton wallet, mais tu les utilises beaucoup. Moi, je suis très, j'investis beaucoup en fait. J'arrive pas à avoir beaucoup de TH sur le compte en fait. En fait, c'est paradoxal, mais dès que j'ai une carte, j'essaie qu'elle parte, et dès qu'il y a une carte dans le club, je me dis, non, c'est l'inverse plutôt. Dès qu'il y a une carte qui arrive dans le club, je veux qu'elle parte, et dès que j'ai de l'ETH dans la balance, je veux acheter. J'arrive pas à avoir trop de TH dans le compte, mais bon, c'est forcément, il y a des pour et des contre, parce que des fois, il y a des opportunités de marché, et forcément, on n'y a pas accès vu qu'on est investi. Ouais, c'est clair. Mais bon, en même temps, t'es moins impacté par le cours de l'Ether aussi, si tu gardes ça quelques jours, quelques semaines sur ton wallet. Bah, cool, Leandro, merci beaucoup pour ta participation, tes conseils, et je te souhaite, écoute, une très bonne continuation sur Sorare, parce que franchement, c'est une belle histoire. Commencer avec 180 € et se retrouver avec une galerie qui vaut plus de 100 000, c'est très très beau en un peu plus d'un an. Merci encore. Un grand merci à toi, Mehdi, pour l'invitation. J'espère que ça va en aider certains, et surtout en motiver certains, ceux qui n'ont pas forcément le budget pour les Game Week. Ça va leur motiver pour l'achat-revente, et si jamais ils ont des questions, moi je suis ouvert à tout, un Discord ou Twitter. J'essaie de répondre au maximum aux personnes, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Les personnes qui n'ont pas eu de parrain et qui ont besoin de conseils, c'est avec grand plaisir que je peux aider. Super, merci à toi, Leandro. Merci. Encore merci à Leandro et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast. Ça nous aide beaucoup. Pour ceux qui voudraient se lancer sur Sorare, qui désirent revoir leur stratégie ou avoir un avis d'expert sur leur galerie, Media Sorare propose plusieurs services sur mesure ainsi qu'un guide téléchargeable gratuitement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de Mediasorare.com. Media Sorare, le premier podcast francophone dédié à Sorare.